Bien, bonjour à tous. On poursuit la série sur les lupus monogéniques et je vais aborder aujourd'hui avec vous les situations de défaut d'efferocytose, les situations biologiques qui conduisent à un lupus monogénique, mais qui concernent sur ce diagramme la portion où on a un défaut d'élimination des acides nucléiques présents au sein des corps apoptotiques. Le concept l'efferocytose, c'est un mécanisme biologique qui nous permet d'éliminer, de se débarrasser des acides nucléiques au sein des corps apoptotiques. Euh, c'est la première grande partie des lupus monogéniques. Et donc, ici, sur cette image, vous voyez la situation d'un macrophage, de toutes les molécules qui sont impliquées dans la phagocytose des corps apoptotiques. Chez la souris, chacune de ces briques qui seraient invalidées conduit à de l'auto-immunité. Ça veut dire que tous ces gènes-là, ils sont candidats à être responsables de lupus chez l'homme. Et il y en a pour l'instant deux variants importants ou gènes importants qui ont été identifiés et qui expliquent la partie des lupus monogéniques liés à ces défauts d'efferocytose. Tous les jours, on a une dizaine de milliards de cellules qui meurent. Et pour autant, elles sont totalement silencieuses pour le système immunitaire parce qu'il existe ce système de régulation anti-inflammatoire qui permet de se débarrasser de ces corps apoptotiques sans qu'il y ait d'augmentation d'inflammation. Le plus connu, ce sont les déficits en complément. Et les déficits en complément, ici, vous avez l'image de la cascade. En fait, toutes les voies classiques ou la voie des lectines peuvent conduire à un lupus. Ça représente 1% de tous les lupus. Chez l'enfant, c'est 5% des lupus juvéniles de moins de 18 ans qui ont une anomalie sur cette voie du complément, ce qui fait que c'est la première cause monogénique de lupus en fréquence. Toutes les composants du complément ne sont pas égaux vis-à-vis de la protection, vis-à-vis de l'auto-immunité. C'est C1Q qui présente la plus grande protection. Quand on n'a pas de C1Q, on va développer un lupus systématique. Euh, Ce sont des maladies récessives, donc il faut 2 mutations pour avoir le phénotype. Ici, c'est l'expression d'une patiente qui nous a été confiée par nos collègues de Besançon qui présentait un lupus à début très précoce avec des atteintes cutanées, une positivité des anticorps antinucléaires sans positivité des anticorps anti-ADN, une positivité aussi des anticorps anti-SSA. Et c'était une situation difficile à traiter avec finalement une résistance aux différents traitements conventionnels qui ont pu être conduits. Un point important pour les cliniciens, c'est que le C3 et le C4 est normal. Normal, et pourtant, c'est un déficit en complément. Le CH50, qui est indispensable à toute analyse de jeunes patients avec lupus, le CH50 est indosable, il est inférieur à 10%. Donc, on a pu réaliser une analyse génétique qui a confirmé le déficit en C1QA, mutation biallélique homozygote, et cet enfant a bénéficié d'une greffe de moelle qui est le seul traitement curatif de ce déficit. Alors ici, si on reprend les différentes situations de déficit en complément, eh bien, donc vous voyez que on a un surrisque de lupus, quasiment 100% des cas pour les déficits en C1Q, mais aussi une susceptibilité aux infections, parce que le complément, c'est utile pour la réponse notamment antibactérienne contre les germes encapsulés. Les éléments cliniques qui peuvent particulièrement nous faire évoquer ces déficits en complément, c'est le rash, lupique, qui est fréquent, l'atteinte cutanée. On a aussi un nombre d'infections qui est plutôt plus élevé que dans les autres situations de lupus. Et au niveau sérologique, eh bien, c'est assez fréquent que les anticorps anti-ADN soient négatifs, alors que les anti-RO sont en revanche volontiers positifs à un haut niveau. Donc l'élément, le juge de paix dans ces situations, c'est bien le CH50 qui est effondré, alors que C3, C4 peuvent être tout à fait normaux. Donc à nouveau, l'illustration et l'importance de bien regarder le CH50. Le traitement dans ces situations de déficit en complément, eh bien, en situation aiguë, on peut faire des infusions de plasma frais qui peut avoir un avantage sur la période très aiguë de poussée, mais qui s'oppose à la situation d'une demi-vie très courte du plasma qui conduit au fait qu'on ne puisse pas l'utiliser de manière régulière. Et puis, il y a un risque, au moins théorique, de développer des anticorps contre le C1Q.
Certains collègues ont essayé le belimumab comme traitement de ces déficits en C1Q avec une efficacité notamment sur les lésions cutanées. Mais le seul traitement curatif, c'est la greffe de moelle. Donc, il faut rechercher s'il existe un donneur compatible et réaliser cette procédure le plus tôt possible, puisqu'il est plus facile de greffer les enfants plus jeunes. Alors, deuxième situation de défaut d'efferocytose ou d'élimination des acides nucléiques extracellulaires, c'est un déficit en une enzyme sécrétée qui s'appelle DNase 1L3. Cette enzyme, elle est fabriquée par les cellules myéloïdes et elle sert à éliminer, c'est une DNase, elle élimine les acides nucléiques au sein des corps apoptotiques. La clinique associée à ce déficit, eh bien, c'est un lupus systémique plutôt sévère. C'est aussi le syndrome de McDuffie, qui est bien connu des internistes. C'est la vascularite hypocomplémentémique urticariante. Et elle peut s'accompagner de maladies pulmonaires, d'atteintes articulaires. L'atteinte rénale est assez fréquente. On a volontiers une lésion rénale de néphrite lupique chez ces patients. Quand on reprend ceux qui ont été décrits, eh bien, on voit que l'arthralgie, l'atteinte cutanée, l'atteinte rénale est fréquente. Et petit élément qui nous fait évoquer éventuellement le diagnostic, c'est que ces enfants, ces adultes, présentent une positivité des ANCA de type MPO, qui sont donc positifs dans cette situation. Cette fois-ci, les anticorps anti-ADN sont toujours positifs, 100% des cas, et on a une hypocomplémentémie. Si on regarde à d'autres biomarqueurs, comme la signature interféron, ici on avait fait l'analyse et on l'avait comparé aux situations des interféronopathies canoniques, eh bien la signature peut être normale chez ces patients en fonction de l'activité de la maladie, ce qui n'est pas habituel des interféronopathies canoniques, si bien qu'on peut avoir des signatures normales chez ces patients. Le traitement, il est assez difficile. Il n'y a pas de traitement gold standard pour ces enfants qui ont un déficit en DNaZA-L3. C'est plutôt difficile avec une mauvaise réponse au traitement immunosuppresseur. Les JAK inhibiteurs ont pu être essayés. Et il y a peut-être de l'espoir au niveau des thérapies innovantes du futur, puisque il y a actuellement un laboratoire qui développe de la DNaZA-L3 recombinante et qui sera peut-être proposé comme traitement chez ces patients qui ont un déficit en DNaZA-L3 et peut-être pour d'autres patients qui ont un excès de ces acides nucléiques circulants. Alors, pour illustrer ces deux anomalies génétiques, les déficits en complément, déficit en DNaZA-L3, je vais terminer pour juste aborder le principe que pour toute molécule qui est sécrétée, soit on a un déficit génétique qui fait qu'on n'en fabrique pas, soit on va fabriquer des anticorps contre le C1Q, des anticorps contre DNaZA-L3, et ces deux situations, on peut parler quasiment de phénocopie, hein. On récapitule les mêmes types de maladies, mais cette fois-ci, ce n'est pas génétique, c'est auto-immun parce qu'on fabrique des anticorps qui vont inhiber ces situations. On parle de phénocopie et donc ce réflexe est appliqué finalement à tous les déficits immunitaires qui concernent des molécules membranaires ou sécrétées.